Et d'où ça sort cette énergie? Quand tu comprends qu'il y a ça à l'intérieur, tu dis waouh, non, il n'y a pas moyen, je ne veux pas garder ça pendant 40 ans de ma vie. Les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est assez bizarre, ils commencent à se mettre à pleurer ou commencent à se mettre à crier. Il y a des gens qui vont dire ah c'est de la sorcellerie, exorcisme et tout ça. Des fois je vois des commentaires, ouais, vous payez pour crier, n'importe quoi pour pleurer. Non, non, c'est pour éviter des cancers derrière, c'est pour éviter peut-être de devenir violent avec tes enfants. Donc on arrête les conneries. Et si vous pouviez reprogrammer votre esprit et transformer profondément votre vie? Siam Lee en a fait sa mission. Hypnothérapeute, expert en breathwork, en kundalini, en méditation et en réseau spinal, il s'est formé auprès des plus grands spécialistes au monde. Après avoir aidé des milliers de personnes à se libérer de leur traumatisme, Siam a créé la méthode RES, une approche unique qui combine ses expertises et plus de 10 ans d'expérience. Mais ce n'est pas tout. Entrepreneur en hyper-croissance, Siam construit son empire et a déjà formé des dizaines d'autres coachs à sa méthode. Siam, si tu devais expliquer ce que tu fais, donc à travers ton travail, à travers ta création de contenu, tu dirais quoi? Oh, lot. Beaucoup de choses. Mais pour résumer, voilà, je suis hypnothérapeute et aussi facilitateur en breathwork. On va expliquer ce que c'est un petit peu plus. Je suis aussi mentor, donc j'apprends, j'ai mes élèves et donc je leur apprends aussi la méthode que j'ai créée, RES, reprogrammation émotionnelle du subconscient, et aussi une méthode de breathwork où je mélange l'hypnose avec le breathwork, justement pour vraiment aider les gens à sortir de tout leur blocage émotionnel. Je pense qu'on va parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bloquent avec ça, qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, pourquoi ils procrastinent. Et donc moi, vraiment, ma spécialité, c'est vraiment d'aller plonger dans le subconscient, tous les mécanismes inconscients qui bloquent les gens et voilà, qui empoisonnent leur vie pour les libérer. Ouais, génial, génial. C'est quoi le moment clé dans ta vie où tu t'es dit « Ok, là, ça y est, j'ai envie de guérir les gens ». Je pense que ça part, comme pour beaucoup, d'une guérison personnelle, donc d'une recherche de moi-même, comprendre un petit peu mes émotions, comprendre pourquoi j'avais certains blocages, pourquoi je ressentais des émotions fortes comme beaucoup d'injustice, beaucoup de peur de l'échec, peur de l'abandon, toutes ces choses-là. Et le moment où j'ai eu la chance, on va dire, peut-être de collaborer ou de travailler avec les bonnes personnes, les bons thérapeutes, quand j'ai vu, j'ai envie de dire, la puissance de ce que ça pouvait faire. Et mais surtout, je voyais qu'il y avait un manque de connaissances à ce niveau-là, un manque de connaissances scientifiques, manque de compréhension, manque d'explication. Je me suis dit, quand ça m'a touché, je me dis, mais pourquoi on ne m'a pas expliqué ça? Tu sais, j'avais 27 ans à l'époque. Je me dis, pourquoi personne ne m'a expliqué ça plus tôt? J'allais voir des thérapeutes, j'allais voir des espèces de coachs, des personnes pour pouvoir m'aider. Je voyais que ça ne fonctionnait pas vraiment et qu'il manquait quelque chose. Donc là, ça a été vraiment un déclencheur et c'est devenu vraiment une passion pour moi, limite une mission de me dire, mais j'ai envie de partager ça et j'ai envie de comprendre plus loin. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des zones un peu blurry, un peu floues, où je trouvais que les explications n'étaient pas top. Donc là, ouais, c'est devenu vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Ouais. Et c'est de là qu'est née ta méthode RES? Alors la méthode RES, elle a pris quand même du temps. Je pense que la méthode RES, c'est un combo de plein de choses que j'ai explorées. J'ai envie de dire 10 ans d'expérience, 13 ans, 14 ans, où j'ai essayé justement un peu d'hypnose, du breathwork, technique de respiration, des choses de yoga. Tout ce que je pouvais voir dans des retraites où j'allais, et combiner un petit peu tout ça et surtout comprendre, je veux dire aussi la neuroscience, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Et à force de comprendre tout ça, tu vois, ça commence à cliquer, ça a du sens avec ça a du sens avec ça, et créer quelque chose de nouveau. Donc ça prend du temps. Carrément, une méthode signature comme ça prend du temps, ça vient d'expérience, toutes les personnes que tu as accompagnées, que tu as vues. Et si tu nous expliquais justement le framework de cette méthode? Le framework de cette méthode, alors c'est déjà de faire lâcher prise le cerveau. C'est la chose, j'ai envie de dire, que tout le monde me dit quand ils arrivent en séance, c'est j'ai du mal à lâcher prise, je suis trop dans le mental. Je pense que c'est un truc en plus très occidental. Tu sais, on est tellement dans une société qui prône le mental, je suis cartésien, ceci, cela, et il en faut. Je dis pas que c'est pas bien, mais le problème c'est que ça crée des sociétés et des personnes qui sont toujours bloquées dans le mental et qui pensent qu'ils vont tout résoudre avec le mental et qui oublient qu'ils ont un corps, qu'ils ont un système nerveux, que système nerveux, je veux dire, il a des millions d'années de process d'évolution, donc on ne vient pas l'effacer comme ça, et que si on ne le comprend pas, du coup, ça crée des espèces de conflits intérieurs. Et ce framework, donc en 3 étapes, du coup? 3 étapes, je dirais. Premier, c'est pouvoir justement relâcher le mental. C'est pour ça qu'on utilise des techniques de respiration. Après,
de rentrer dans une espèce... Alors, quand je dis transe, on fait attention, c'est pas la transe comme on voit dans les films, non, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel que ça, et c'est une transe, on est conscient, on sait ce qui se passe, mais tu es dans un état de lâcher-prise qui va te permettre justement d'un peu libérer toutes ces émotions que tu bloques à longueur de journée, que tu compresses à l'intérieur du corps, et autoriser le corps un peu à libérer. Ça peut être avec des pleurs, ça peut être avec des cris, des sons, des mouvements, qui va aider justement le système nerveux un petit peu à libérer toute cette charge émotionnelle. Et derrière, une fois que tu as fait de la place, souvent ce que les gens ne comprennent pas, c'est là où tu vas, ce qu'on appelle reframe, qu'on va reprogrammer le subconscient, et comme on a fait de la place, on va pouvoir lui donner des nouvelles indications, des nouvelles manières de penser. Et ça, c'est très important. Mais si tu fais pas de place avant, que tu gardes, j'ai envie de dire, toute la pourriture et toutes les anciennes croyances, peurs, il n'y a pas de place pour de nouvelles choses. Donc c'est, voilà, on va dire en 3 étapes, c'est ça. Ouais, ça fait complètement sens. Et comment ça se fait que les émotions restent bloquées? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mécanisme? En réalité, si tu comprends bien, j'aime bien poser cette question, à ton avis, à quoi ça sert les émotions? Est-ce que tu as une idée? Ouais, c'est un signal d'alarme, un signal qui te dit attention, là, il se passe quelque chose. Exactement. Mais pourquoi tu penses que ça a été créé? Pourquoi la nature nous a créés avec des émotions? Pour la survie, exactement. Pour la survie. Mais la majorité des gens, si tu poses cette question, ils n'ont aucune idée de ça. Ils pensent que c'est un truc un peu... Ouais, c'est comme ça. Donc non, nos émotions, elles sont vraiment là pour nous faire survivre. Mais même les émotions positives comme l'amour. L'amour, c'est fait pour nous rapprocher, pour procréer, tu vois, pour créer un nouvel être. Donc toutes ces choses-là, il faut en être conscient. C'est pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont, j'ai envie de dire, elles sont là pour notre survie. Mais à un moment, des fois, elles débordent. Et elles t'empêchent, à force de vouloir toujours être dans ce mode de survie, elles t'empêchent de vivre ta vie. Et je dis toujours aux gens, OK, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux survivre ou tu veux vivre? Et je pense que en 2025, on arrive à un moment où on veut se libérer un peu de ces anciens mécanismes de survie. On vit plus justement dans la jungle, on a besoin d'être constamment, tu vois, alerte à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, c'est créer de la sécurité à l'intérieur de notre système pour pouvoir évoluer et pour pouvoir, je dirais aussi, penser plus en conscience, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle reste bloquée dans le corps, parce que c'est un mécanisme de survie qui est un petit peu là pour te dire, au cas où, souviens-toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, le problème, c'est que je trouve que c'est adapté dans notre monde, je veux dire ancestral, mais maintenant qu'on arrive dans le monde moderne, il y a beaucoup de mécanismes qui se déclenchent alors qu'ils ne devraient pas. Et donc, il faut faire ce que j'appelle un petit update 2025 du firmware. Donc, c'est un peu ça qu'on fait en breathwork, en hypnothérapie, dans ma méthode. Et dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai remarqué que les émotions, en fait, elles ont un cycle. C'est-à-dire que d'un coup, il se passe un truc. Il y a l'émotion qui a besoin de faire comme une sorte de deuil un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. En mode, tu dois la laisser faire son cycle. Si tu la bloques, si tu dis non, c'est mauvais, je dois pas ressentir ça, ou tu mets le mental là, au mauvais endroit, en fait, c'est là où tu bloques tes traumas, c'est là où, et des traumas qui auraient pu juste faire leur cycle. En fait, permettre à l'émotion de faire une boucle, c'est comme ça qu'on se libère le plus rapidement de ces traumas ou des peurs. C'est ça qui est intéressant ce que tu dis, c'est ça qui est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que par défaut, on se dit, je vais tout mettre sous le placard, sous la table, dans le placard, et je vais pas aller me connecter à ces émotions. Souvent, les gens vont dire, mais pourquoi tu vas aller remuer la merde dans le passé et tout? C'est un peu les premières réactions que j'ai. Et je dis, oui, je comprends. Mais malheureusement, c'est pas moi qui ai créé le corps, c'est pas moi qui ai créé les émotions. C'est comme ça que le process, il marche. Il faut aller te reconnecter à ces émotions. Comme ça peut être douloureux, des fois tu ravives des mémoires qui sont pas super cool. C'est vrai que des fois les gens ont peur d'y aller. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais j'ai peur, j'y vais pas. Je dis ok, mais moi ma question c'est tu préfères y aller pendant 1 heure et aller te confronter à cette émotion et faire du bon nettoyage, ou continuer à l'ignorer. Et après, de toute façon, ça ressort, ce que les gens ne comprennent pas, ça ressort en des symptômes physiques, des fois tout ce qui est cancer, des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Si tu gardes ces émotions pendant 40 ans, 50 ans, donc, moi, à choisir, je préfère aller m'y confronter. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut processer cette information, la laisser circuler, comme tu dis, dans le corps, pouvoir l'évacuer, et après pouvoir la rassurer et lui dire « ça va ». Tu vois, t'es pas en danger. Ouais, sinon c'est l'effet cocotte minute, quoi, comme je l'appelle. Tu mets sous le tapis, mais en fait, un jour, ça explose. Et un jour, ça explose. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très forts, on est très forts pour faire ça, et puis aussi pour se divertir. On va en boîte, on va voir des amis, et on se divertit. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui ont, tu vois, cette tendance à jamais être seul ou jamais s'arrêter de travailler. Ouais. Parce que c'est un mécanisme, en réalité, pour t'occuper toujours et ne pas faire face.
Et ça, on est très, très fort pour ça. Ouais, et ça, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, je vois tellement de gens qui tombent dans un peu workaholic, tu vois, qui travaillent, ils se rendent pas compte des fois que c'est pour éviter des choses. Tu vois. Et donc ça, c'est important. On va parler de tout ça. Pourquoi c'est important encore plus en tant qu'entrepreneur d'aller faire ce travail. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que ça fait peur d'aller voir ses émotions. Toi et moi, on a pas mal travaillé ensemble, donc on a été voir tout ça, n'est-ce pas? On a regardé sous le tapis ensemble. Et c'est vraiment, ouais, ça fait peur. Mais ensuite, c'est tellement libérateur. Tu sors de la séance, t'es là. Tu sens qu'il y a des couches qui sont parties. Ouais. Et donc, tu peux aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, aller voir, libérer tout ça. Ouais, libérer. Et puis après, au début, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de trauma et des fois, le trauma, il faut faire attention. Je dis toujours, c'est pas ce qu'on pense. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai pas eu de trauma, j'ai eu une enfance heureuse, mes parents, ils étaient plutôt bien, j'ai pas été battu, voilà. » Mais le trauma, c'est pas forcément ce qui s'est passé. C'est la charge émotionnelle qu'on a reçue au moment où quelque chose s'est passé. Et des fois, des choses aussi anodines qu'un simple divorce, pour toi, quand tu as 4 ans. Donc peut-être qu'aujourd'hui, quand tu es un adulte, tu as fait le process consciemment de dire c'est pas grave, la moitié des couples finissent en divorce. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ma part de travail dans la tête. T'as rationalisé les choses. Et ça, c'est très dangereux parce que oui, t'as rationalisé ici, mais ton corps, le moment où t'étais un petit garçon, une petite fille, et qu'il y a eu cette annonce de cette séparation, il y a eu une charge émotionnelle dans ton corps qu'elle a enregistrée et peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es senti abandonné ou pas en sécurité, coupable. Comme si c'était ta faute. Ça, en droit, on le voit beaucoup, les enfants, ils ressentent ça. Bien sûr. Et ça reste dans le corps. Et ça peut rester jusqu'à la fin de ta vie. J'ai des clients de 60, 65 ans et tu vois, quand ça n'a pas été traité, ces blessures-là, ils te ressortent les mêmes choses. C'est incroyable. Ouais. Ils sont en boucle. Est-ce qu'il y a un moment, en créant cette méthode qui est incroyable, parce qu'on l'a testé ensemble, donc très puissant, est-ce qu'il y a un moment, en créant cette méthode, avant, après, où tu as douté, où tu t'es dit, comment je peux apporter quelque chose de nouveau? Parce que là, dans le monde, tu as apporté une valeur qui n'existait pas, tu as créé ton framework. Est-ce que tu as douté? Bien sûr, et heureusement. Et il faut douter. Enfin, pour moi, si tu doutes pas, il y a un problème. C'est bizarre, ouais. Et il faut douter. Encore une fois, après, il ne faut pas douter de tes capacités, mais juste de poser les bonnes questions et de remettre en question. Des fois, tu apprends des choses à l'école ou dans ma formation et il y a des choses qu'on m'avait dites. Par exemple, ouais, on peut tout guérir en une fois, il suffit que d'une séance et tout. Tu vois, le côté un peu très punchy. Donc, ça séduit. Et des fois, oui, ça marche. Mais des fois, j'ai dû admettre que, mince, c'est pas aussi simple que ça et des fois il faut un peu plus de temps et l'accepter et remettre en question ça et te dire du coup qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace et aussi qu'est-ce qui en réalité on peut pas faire plus efficace et on y est et c'est juste une question de temps. Il faut suivre tes clients, il faut aussi bien les éduquer, tu sais, parce que souvent je pense que dans ce milieu-là, quand tu donnes la mauvaise information au client, forcément il y a des déceptions. Donc l'idée pour moi c'est d'être authentique, d'être transparent, de dire ça fonctionne et de vraiment, moi je me confronte vraiment au résultat. C'est-à-dire que je suis mes clients et à la fin si ça marche pas, on essaye quelque chose d'autre, mais je lâche pas par contre. Donc oui, tu doutes, mais derrière, pour moi, c'est pour mieux rebondir et c'est ça qui m'a permis aussi d'aller mélanger, tu vois, le breathwork, donc ce travail de respiration avec l'hypnose, parce qu'en fait, je voyais la limite de l'hypnose et je voyais la limite du breathwork et je me suis dit, mais les deux, en fait, quand tu les mets ensemble, ça s'imbrique et ça donne la réponse que l'autre n'a pas, tu vois. Ouais. Donc pour moi, il faut douter, et, heureusement, toujours. Ouais. Je continuerai à douter. Ouais, complètement, pour s'améliorer. Bien sûr. Et quand quelqu'un vient en séance avec toi et que la séance est finie, donc il sort, on va dire, de ce moment, est-ce que tu vois déjà une transformation dans son physique, sa posture Très intéressant comme question. Des fois, je t'avoue, mais vraiment, tu vois la personne, alors des fois, je travaille en Zoom aussi, donc ça fonctionne aussi en Zoom, et tu vois la personne quand elle arrive en séance, peut-être le teint, il est un petit peu plus pâle ou même la forme du visage, tu sais, la forme. Ici, on retient énormément de choses au niveau des mâchoires. Et quand il y a des libérations, tu vois, des émotionnelles ou qu'ils ont pu exprimer des choses qu'ils n'avaient pas exprimées depuis, 10, 20 ans, il y a vraiment, tu regardes la tête de la personne, des fois, qui change. Et même moi, je suis surpris, je fais waouh. Tu vois, et le teint de la personne. Donc oui, encore une fois, les émotions, il faut comprendre qu'il y a un impact sur le physique, vraiment. Ouais, quelqu'un qui arrive, qui est tout comme ça, et après elle s'illumine. Moi, je le vois aussi avec mes clientes. Pourtant, on ne fait pas exactement le même travail, mais il y a vraiment ce côté, un peu down. C'est ça. Et après, d'un coup, une telle libération. La colonne vertébrale, tu vois, moi, je travaille beaucoup
avec l'énergie sur la colonne vertébrale et tout, et tu vois la posture, tu comprends maintenant, je peux regarder à la posture de la colonne vertébrale, de comprendre si la personne justement, elle est un petit peu en protection, elle est un peu victime dans son mindset, et tu le vois avec les épaules. Victime, ouais. Voilà, il y a des choses qui ouais, ta colonne va se redresser. Ton corps, vraiment, pour moi, c'est l'interface de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, complètement, le sourire, le visage, tout ça, c'est très révélateur. Ouais, c'est beau de transformer les gens comme ça. Trop bien. Et du coup, bon, des méthodes, il y en a plein aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que la méthode RES impacte à ce point et transforme vraiment la vie des gens ? Je pense que c'est le fait de vraiment, comme je te dis, te confronter à qu'est-ce qui marche pas, de comprendre la science aussi qu'il y a derrière, mais pas que. De vouloir aussi aller explorer des zones peut-être où des fois la science, elle donne pas forcément des réponses tout de suite, mais en fait, je vois de manière rationnelle qu'il y a un impact sur le client. Donc je pense que c'est cette ouverture d'esprit. Je pense aussi, on en parlait en début d'émission, mais le fait d'être anglophone qui me permet d'avoir été éduqué par des mentors aux États-Unis, à Londres, en Australie. Donc ça me permet d'avoir une bonne base de ressources. Et donc en fait, mélanger tout ça, je pense l'ouverture d'esprit et encore une fois, l'humilité, te dire quand ça marche pas et viens on explore. Et donc c'est un peu tout ça. Ouais, et ce que j'aime chez toi, c'est qu'il y a vraiment ce côté scientifique aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui diraient que c'est perché. Oui, mais je peux comprendre. Mais toi, il y a vraiment un équilibre en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté énergie, tout ce qu'on a parlé, mais il y a aussi le côté je m'intéresse à comment fonctionne le cerveau, côté scientifique. Est-ce que parfois tu es confronté quand même à cette vision que les gens ont du côté mais toi, ce que tu fais, c'est perché ? Alors forcément oui, des fois selon le sujet qu'on va aborder, il y a des sujets qui sont un peu plus touchy et certaines personnes, je sais qu'ils vont pas forcément comprendre, mais je dis toujours, c'est pas la science qui a créé l'univers ou qui a créé le corps humain. Donc il y a des choses, il faut avoir l'humilité que la science, la science d'il y a 200 ans, 300 ans, pensait que la Terre elle était toujours plate et voilà, aujourd'hui, non. Donc la science elle évolue aussi, la science c'est pas la vérité, mais encore une fois, en tant que psychologue, tu comprends aussi la psychologie derrière ce besoin de certaines personnes de dire je suis cartésien, je crois que à la science. En réalité, c'est une peur qu'il y a derrière. C'est la peur de ce qui n'est pas connu, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de peut-être de la mort, de tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Donc ils ont besoin de s'ancrer dans cette espèce de rationalité qui se crée, mais en réalité se ment à eux-mêmes. Parce que si tu es vraiment rationnel, je dis toujours si tu es vraiment pragmatique, tu dois accepter que la science n'a pas réponse à tout. Et qu'il y a des zones d'ombre et qu'il y a des zones dans la science même qui sont fausses. Et c'est OK. Mais c'est difficile pour les gens d'accepter ça, tu vois. Et des fois, oui, quand tu vas dans le côté spirituel, il y a des gens aussi, de la même manière, qui s'enferment dans tout ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils pensent qu'ils peuvent l'expliquer par la spiritualité. Et donc, c'est un petit peu un fourre-tout. Et moi, le danger, il est là. Ce que j'essaye de faire, c'est de connecter les deux. Et en fait, il y a une connexion. Je pense que la spiritualité peut aider la science à avancer et vice-versa. Et pour moi, c'est encore une fois, tu sais, les deux énergies, ce qu'on parlait, masculin, féminin, c'est pas des ennemis. On est là pour collaborer ensemble, on est là justement pour se compléter. Ouais, créer un équilibre. Créer un équilibre. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui vont, qui vont être un petit peu résistants. Mais pour moi, je comprends que c'est leur peur à eux, tu vois. Je ne m'arrête pas à ça et je sais ce que je fais. Et comme tu dis, c'est pour ça que je vais essayer de vraiment trouver des réponses dans les deux et avoir cette ouverture d'esprit, de me dire là où je peux pas trouver des réponses, peut-être qu'ici il y en a, et essayer de les rassembler, de faire quelque chose qui est cohérent, parce que pour moi aujourd'hui il faut donner des réponses qui soient cohérentes aux gens, tu vois, et arrêter de bullshiter les gens ou de dire c'est tout ça, non, on a les deux énergies, viens on explore et on harmonise. Ouais, puis tu as aidé des centaines et des centaines de personnes, donc tu as vu en fait la transformation que tu as apportée chez les gens. Aujourd'hui c'est des milliers, et aussi j'ai la chance de travailler en anglais, donc j'ai vraiment des gens, pas qui viennent que de la France, mais je sais pas, j'ai des clients à Singapour, à Dubaï, en Australie, Los Angeles, au Canada, au Brésil. Donc, tu vois, j'ai pu voir aussi ce truc de on est humain malgré, j'ai envie de dire, ta culture, ta religion, que tu sois un homme, une femme. Ce qui est fou, c'est quand tu travailles avec les émotions, tu te rends compte qu'en fait, on a tous les mêmes problématiques. Ouais, carrément. Les gens, ils viennent en me disant, c'est particulier pour moi. Non, quand tu vas à la source, oui, les symptômes sont très, très différents. Mais quand tu vas à la source, tu te rends compte que c'est toujours ces problèmes de manque d'amour, manque de validation, manque de sentiment d'appartenance et tout. Et après, on complique les choses. Donc, ce que j'aime dans cette méthode, c'est, viens, on va à la source et on va régler les problèmes à la source. Ouais, puis les personnes qui pensent que c'est perché, c'est juste, t'attires pas tout le monde et c'est OK. En fait, c'est pas fait pour tout le monde ce que tu fais. Oui, et c'est très bien parce que je pense que c'est important de comprendre. N'ayez pas peur de divulguer votre message et votre manière de percevoir les choses. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'une vérité.
J'aime ce proverbe de Rumi, un maître soufi, qui dit que en fait, la vérité, c'est comme un miroir brisé. Et chaque être humain détient une part de ce miroir. Ouais, complètement. Tu vois, donc en fait, oui, il a une part de vérité, tu as une part de vérité. Venez, on les rassemble plutôt que de se battre, de dire c'est moi qui ai la vérité et toi, t'as faux. Ça, c'est l'ego. Donc pour moi, on a tous une part, tu vois, dans le coaching, dans la thérapie. J'ai pas toute la vérité, j'ai une part de vérité. Si ça résonne avec toi, bah, viens, on travaille ensemble et je sais ce que je peux t'apporter, mais je conçois que pour certaines personnes, voilà, ça résonne pas et c'est OK. Carrément OK. Et donc, toi, tu utilises le breathwork. Est-ce que tu arrives à nous en dire un peu plus? Ouais, alors breathwork, c'est une technique de respiration, on va dire un peu forcée. Enfin, on respire de manière consciente, de manière rapide, avec une certaine technique. C'est issu de ce qu'on appelle pranayama, donc qui sont des techniques de yogi, enfin de respiration yogique, qui mettent dans un état de modifié de conscience, un état un petit peu, ce que je te disais, de transe, mais encore une fois, c'est une transe qui est consciente, on sait ce qui se passe, mais du coup, ça fait... La science derrière, si tu veux, c'est que la partie du cortex préfrontal, à force de oxygéner le cerveau, en fait, elle va commencer à diminuer. Il y a moins de sang qui circule dans cette partie, il y a plus de sang qui arrive dans la partie du système limbique et qui va faire qu'en fait, on va être plus émotionnel, on va être plus connecté à nos émotions. Le système nerveux va aussi s'activer, va se mettre un petit peu en mode alerte, parce que c'est bizarre de respirer rapidement comme ça. Pour lui, tu lui donnes une indication comme s'il y avait un danger. Et donc, il y a tous les traumas que tu as pu garder en toi qui commencent à remonter, c'est assez bizarre, qui reviennent à la surface. Des fois, c'est comme une bouteille de coca que tu viens secouer. Et donc, les gens, ils comprennent pas pourquoi, c'est assez bizarre. Ils commencent à se mettre à pleurer, ou commencent à se mettre à crier, ou vraiment à bouger, ou à taper quand il y a de la colère. Moi, je me souviens, je l'ai fait, j'ai rigolé pendant 2 heures. Ouais, tu peux rire. Après, j'ai envie de dire, rire, c'est plus quand tu as fait plus de travail et que du coup, tu viens dans ce qu'on appelle de l'euphorie, donc tu crées certaines hormones. Donc le but, c'est justement voilà, d'évacuer toutes les, j'ai envie de dire, j'aime pas dire ça, mais négatives, emotions, enfin les émotions négatives, pour donner de la place et créer des choses un peu plus légères. Et comme tu dis, après, tu arrives plus à des choses euphoriques, tu commences à réaliser des choses, tu as plus de résilience. Donc c'est assez fou, parce que la première fois que j'ai fait de la respiration, tu vois, je me dis, mais comment la respiration, tu vois, elle peut faire ça? Je sais que ça paraît fou. Ne me croyez pas, expérimentez. Ah non, mais c'est essentiel. Même par exemple, des fois, ça m'arrive, c'est rare, mais le soir, j'arrive pas à m'endormir et je remarque que c'est parce que je respire trop vite. Ouais, complètement. Parce que pour pouvoir justement rentrer dans cet état pour dormir, il faut que tu passes justement dans le système parasympathique et donc il faut relâcher ton système nerveux, tu vois. Donc du coup, la respiration, je dis toujours, c'est le langage de notre subconscient et même de notre inconscient. Regarde par exemple, si tu as peur, regarde ce qui se passe dans ta respiration. Soit tu vas te la bloquer, soit tu vas commencer à l'accélérer. Ouais. Tu vois, donc là, tu rentres dans le sympathique, donc système nerveux qui est là pour te protéger, qui est là pour la survie. Si tu veux te détendre, tu veux dormir, il va falloir que tu ralentisses ta respiration parce que ça va te faire passer naturellement dans le parasympathique. Et donc, du coup, c'est super important de comprendre l'importance de la respiration parce que tu ne peux pas le faire consciemment. Tu es d'accord avec moi? Si je te demande ralentis les battements de ton cœur, essaye avec ta tête et ton ego de le faire. Ça ne marchera jamais. Par contre, si je te dis, OK, contrôle ta respiration, ralentis la respiration, le cœur il va se ralentir. Donc, c'est vraiment l'interface et j'ai envie de dire le langage pour pouvoir communiquer avec ces zones inconscientes. Super important. Ouais, génial. Super puissant. Et toi qui fais beaucoup de séances, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué ou vraiment tu as vu quelque chose de waouh? Il y en a plein, enfin, je pourrais pas dire une en particulier, mais oui, enfin, il y a des choses où tu vois des séances qui sont très puissantes, où les gens ils relâchent, tu te dis, honnêtement, si je connais pas, je sais pas ce qui se passe, je regarde, je suis dans un asile psychiatrique, tu vois ce que je veux dire? Parce que, encore une fois, de manière consciente, on n'a tellement pas l'habitude de ces états et on n'a plus l'habitude dans nos sociétés modernes d'aller dans ces états de transe et ça nous fait peur et je pense qu'aussi ça a été démonisé. Tu vois, tout de suite, quand tu vois, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est de la sorcellerie, c'est de, exorcisme et tout ça. » Je pense à ça aussi. Oui, je comprends quand on ne comprend pas encore une fois la science qui se passe, qu'on l'a jamais vécu. Tu sais, c'est un peu le prisme des personnes qui, tout de suite, ils ont vu ça à la télé. Donc, oui, ça ressemble à ça. Mais même pour moi, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que ce qu'on appelle de l'exorcisme, en réalité, c'était rien. Il n'y a pas de démons à l'extérieur. Pour moi, les démons, ils viennent à l'intérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Donc oui, à l'époque, après, on met la religion, tout ça. Mais en réalité, c'est parce que ces gens-là, ils avaient des émotions qu'ils n'avaient jamais exprimées. Quand tu regardes tous les gens qui ont des problèmes psychiatriques et tout, il y a toujours des traumas derrière qui n'ont pas été traités. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se réveiller et d'éduquer les gens, à leur dire non, c'est comme ça que le corps humain il fonctionne. Le corps humain, il est
incroyable, mais il est aussi incroyable dans l'imaginaire. Donc quand il a des problèmes, quand il doit éviter des choses, il est capable de s'inventer des mondes parallèles, de s'inventer des histoires, de s'inventer des personnages. Tu sais, quand tu vois des schizophrènes et tout, c'est des manières d'éviter finalement de survivre. Et quand tu comprends ça, tu dis waouh, ok, je pense que là, il y a un truc énorme à aller travailler et à aller comprendre. Et ces techniques de libération, pour moi, elles sont juste révolutionnaires et très puissantes. Et pas besoin de médecine, enfin de médicaments, Ouais. de choses Ou de qui passer sont... 30 ans chez le psy. Ou... Exactement. Ouais. C'est juste autorise-toi, mais il va falloir lâcher un peu justement ton conditionnement et toutes tes peurs, parce que comme je te dis, c'est contre-intuitif. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour dire, t'inquiète pas, à la fin, les gens, oui, tu as l'impression qu'ils sont fous pendant la séance, mais je te jure qu'à la fin, c'est impressionnant comment ils sont légers et ils sont complètement libérés. Et là, tu dis, bah, encore une fois, c'est ça. Ouais, réaligné complètement. Réaligné, c'est ça. Et une des réactions les plus violentes que tu as vues, est-ce que par exemple, ça arrive des fois le corps qui se soulève Oui, ou... bien sûr. Ouais, comme je te dis, vraiment l'exercice. Et des fois, il se passe des choses. On va pas en parler là parce que c'est trop complexe. C'est encore quelque chose de trop complexe à en parler maintenant. Mais il y a vraiment ces mouvements du corps. Et comme tu dis, qui peut soulever et s'étendre parce qu'en fait, le corps, il a besoin de s'étirer pour pouvoir libérer. Donc des fois, il se met dans des positions, des postures, des cris. Franchement, des cris des fois qui sont très impressionnants. Mais moi-même, la première fois que j'ai fait ça, je me souviens que justement, il y avait beaucoup de colère qui était liée à ce qui s'est passé au Cambodge avec le génocide, beaucoup de colère intérieure, d'injustice, de sentiments de tristesse, tu vois, mais vraiment tellement poussé que quand j'ai crié, je pense, pendant 3 minutes non-stop avec un cri qui était tellement puissant. Même, ma partie consciente était là et dit, mais d'où ça sort cette énergie? Tu vois, et c'est là où je sais que c'est difficile, tant que tu ne l'as pas expérimenté ou vu, je peux en parler, je sais que c'est difficile à comprendre. Mais c'est là, ça fait partie de nous. Ouais, puis ça montre à quel point c'est quand même violent de garder ça à l'intérieur. Exactement. Et de le mettre sous le tapis et de l'étouffer, quoi. Bien sûr, et j'avais pas conscience de ça, c'est-à-dire qu'au fond de moi, j'étais comme tout le monde, surtout en tant qu'homme, on a un peu quand on dit ouais, va voir un psychologue ou fait des thérapies, on a un peu cet ego masculin, non, moi je vais bien, je sais tenir, tu vois, et les hommes sont très forts pour bloquer leurs émotions. On est très fort pour ce mécanisme-là, mais encore une fois, comme tu dis, quand tu comprends qu'il y a ça à l'intérieur, tu dis waouh. Non, il n'y a pas moyen, je ne veux pas garder ça pendant 40 ans de ma vie. Ça. Et un jour, ça ressortira de la bonne ou de la mauvaise manière, et souvent de la mauvaise manière. Donc, c'est comprendre que on ne fait pas juste, tu sais, des fois, je vois des commentaires, ouais, vous payez pour crier, n'importe quoi, pour pleurer. Non, c'est pour éviter des cancers derrière, c'est pour éviter peut-être de devenir violent avec tes enfants. Donc, on arrête les conneries, et c'est pas grave. Soyons ridicules pour 1 heure. Et on s'en fout de ce que les gens qui comprennent pas. Ouais, voilà, c'est entre nous. C'est entre nous, ouais. Pas de souci. Et toi qui es confronté à quand même beaucoup de tristesse, comment tu fais pour pas être touché et pas prendre cette tristesse dans toi? Ouais, on me demande souvent ça. Et la réponse, elle surprend parce que souvent les gens, ils ont une mauvaise compréhension des émotions. Regarde, par exemple, on a un verre d'eau. Les émotions, c'est pas moi j'ai ma tristesse ici et si je déverse ma tristesse, je vais la verser dans ton verre. Ça fonctionne pas comme ça. Les émotions, c'est des vibrations. Et pense les vibrations comme des fréquences, comme par exemple une note de musique. Si je chante une note de musique ou, je sais pas, tu as une guitare qui joue une mélodie, la fréquence, en fait, elle va venir résonner avec toi, peut-être te mettre en vibration, mais elle va pas rentrer à l'intérieur de toi, elle va pas rester à l'intérieur de toi. Donc, le truc des émotions, je sais pas si vous avez déjà vu là, cette espèce de pyramide avec les différentes émotions et les différentes fréquences de chaque émotion. Si quelqu'un a beaucoup de tristesse à l'intérieur, généralement, si toi, tu ressens cette tristesse, c'est parce qu'il y a de la tristesse à l'intérieur de toi. Donc, la meilleure chose, surtout quand on est coach, quand on est thérapeute, c'est en fait de faire tellement de travail sur soi, justement de nettoyage, de détoxifier, et toi, d'augmenter ton taux vibratoire pour ne pas résonner avec ces émotions et ne pas le laisser submerger par ça. Donc, en réalité, c'est un travail sur toi énorme. En gros, se guérir avant pour ne pas être une éponge. Quoi. Exactement. Tu vois, pour pas justement que ces trucs viennent te trigger et viennent te mettre en résonance. C'est ça, donc en fait, c'est pas, tu prends pas la douleur de l'autre, mais ça vient réveiller quelque chose chez toi. Et ça, les gens veulent pas l'entendre. Tu vois, souvent, les gens, j'entends toujours « Ah, mais je ressens les émotions de tout le monde, je peux pas rester dans une salle. » Oui, c'est parce que tu es plein d'émotions à cette fréquence qui fait que tu peux pas soutenir ce truc-là. Et je le sais parce que je l'ai vécu et j'ai plein de gens, même de mes élèves au début, des fois qui arrivaient dans une salle de breathwork et ils étaient submergés. Ils ne pouvaient pas rester, ils étaient obligés de sortir. Je leur dis oui, ça c'est la preuve que tu as encore ton travail à faire. Et plus ils travaillaient, après maintenant ils viennent, ils font ah c'est marrant, maintenant je peux.
Donc c'est bien la preuve qu'encore une fois, c'est pas des idées que j'ai sorties de moi-même, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. Aujourd'hui, je vais à une séance de breathwork. Non, quand quelqu'un pleure ou est complètement... C'est son trauma, ça lui appartient. Jamais ça m'atteint et jamais ça vient en moi. Mais si j'avais gardé mes propres traumas, bien sûr que j'aurais été en résonance avec cette vibration et cette émotion. Ouais, et puis là, ça commence à devenir chaud parce que j'imagine que quand tu es touché par cette émotion, tu n'arrives plus à être le thérapeute efficace. Bien sûr que non, bien sûr que non. Tu rentres dans ton côté émotionnel, donc tu n'as plus ta partie justement consciente ou logique et tu n'as pas cette distance ou cette capacité à prendre les bonnes décisions pour moi, tu vois. Donc pour moi, je dis toujours, quand on fait les formations, quand je forme des gens au breathwork, à l'hypnose, une grosse partie du training, de la formation, c'est de se guérir. Et je leur dis, vous ne pouvez pas l'éviter, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc, souvent les gens ils tombent dans ce piège-là parce que forcément, quand tu commences à guérir un petit peu, tu dis, ah c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Donc comme j'ai compris comment ça marche, je vais aller guérir les autres. Mais si tu n'as pas fait assez de travail sur toi, tu vas te ramasser. Ouais, carrément. Et là, imaginons, on se voit dans 5 ans. Ouais. T'en es où avec ton travail, ta méthode? C'est quoi que tu veux accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais? Franchement, pouvoir justement expliquer ça de manière justement plus rationnelle et démocratiser ça. Parce que comme je te dis, on est encore à un carrefour où il y a beaucoup de gens qui ont ces peurs, ou, tu vois, qui vont juger, qui vont penser que c'est, je sais pas, comme je te dis, l'exorcisme, toutes ces choses-là. Donc moi, c'est vraiment de démystifier tout ça et de normaliser. Pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient accès à ça parce que je vois ce que ça peut apporter et aujourd'hui j'ai vraiment cette croyance que le monde il va pas changer en voulant changer l'extérieur mais en chacun faisant le travail, en changeant un petit peu de soi-même. Encore pour citer Rumi que j'adore, il y a cette phrase, vraiment cette quote que j'adore où il dit « Avant j'étais intelligent et je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même ». Pour moi c'est tellement puissant quand tu comprends ça, c'est d'arrêter de vouloir secouer tout et dire c'est la faute des autres, il faudrait que ça soit ceci, les politiciens, ceci, cela. Non, toi, change-toi toi-même. Et quand chacun se change soi-même, le monde changera. Ouais, puis tu n'as aucun contrôle sur les autres. Bien donc sûr. Tu as le contrôle sur toi, sur tes réactions, comment tu traites les autres. Et la dernière fois, je crois que c'était en juin, on avait discuté, tu m'avais dit que tu avais fait ton chiffre d'affaires de l'année. Donc déjà, bravo, belle croissance. Merci. C'est quoi un petit peu les étapes? Comment tu as fait pour arriver là aussi rapidement avec une telle réussite, une telle croissance? Je pense que ce qui a changé cette année, c'est vraiment la collaboration. C'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à vraiment m'ouvrir à ça et comprendre que c'est pas tout seul justement, tout seul on est moins fort, mais en collaborant, en faisant des podcasts, en s'associant avec d'autres personnes qui avaient les mêmes idées que moi, on pouvait collaborer ensemble et on pouvait créer quelque chose de plus grand. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Cette année, j'ai collaboré avec un collectif qui s'appelle Coam. Vous pouvez regarder, c'est super intéressant en fait. Ils ont créé à Bali ici un collectif qui rassemble justement alors différents, ça peut être des healers, des thérapeutes, des expériences pour toutes les personnes justement qui veulent un peu venir se guérir, venir comprendre ces choses-là. Et forcément, ça te donne une exposition qui est différente. L'énergie est différente parce que travailler tout seul en tant qu'entrepreneur, je t'avoue que moi, des fois, il y avait un peu ce sentiment de solitude où tu travailles isolé. Ouais, carrément. Et l'énergie n'est pas la même. Moi, j'adore collaborer. Donc, même en termes d'idées, tu partages des choses. Et je pense que la collaboration, c'est un truc dont on ne parle pas assez et qui est super important. Mais même à votre échelle, de collaborer avec des personnes qui commencent... encore une fois, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on n'est pas fait pour être isolé et faire les choses de son côté. Ouais, donc, la solitude de l'entrepreneur, comme je dis toujours. Et souvent, oui, après, ça crée au niveau même mental, tu vois, beaucoup de charges. Une lassitude un peu. Voilà. Et quand vous collaborez, c'est plus léger, c'est plus fun. Donc, je pense que la collaboration, pour même votre état mental, c'est important. Mais du coup, j'ai vu aussi de manière concrète comment, dans les chiffres, ça s'est aussi reporté. Donc, Ouais, donc là, en gros, ton acquisition client, aujourd'hui, elle vient principalement de là. C'est un mélange des deux, du coup. Mais du coup, forcément, ça double. Pour moi, c'est ça qui fait. C'est que voilà, ce que j'avais, c'est ça ma je l'ai question. déjà. Donc, du coup, tu as doublé ton CA grâce à la collaboration. Quasiment. Pas doublé complètement, mais presque. Ok. Donc, c'est ouf. Ouais. Juste en collaborant avec les bonnes personnes qui sont alignées à toi, à tes valeurs, évidemment. Bien sûr. Après, dans la collaboration, le challenge, c'est de collaborer avec les bonnes personnes qui ont la même vision. Je ne vous dis pas de collaborer avec la première personne. Je pense que c'est ça qui prend le plus de temps. C'est de trouver les bonnes personnes qui ont la même vision, le même alignement. Ça prend du temps, par contre. Ouais, carrément. Et je le vois comme un échange. C'est-à-dire que toi, tu leur apportes quelque chose, mais elle t'apporte quelque chose aussi. Il faut que ce soit une collaboration smart. Exactement.
C'est super important ce que tu dis. Pour moi, une collaboration, je prends toujours le business même comme une relation amoureuse. C'est toujours la même chose en réalité. Il faut qu'il y ait une espèce, pour moi, d'échange énergétique. Je le vois comme ça. Comme tu dis, j'apporte, j'ai quelque chose à apporter. Parce que si vous arrivez, forcément, vous n'avez rien à apporter, vous n'avez rien fait, bien sûr que les gens ils vont pas vouloir collaborer avec vous. Ça n'a pas trop de sens. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là où vous avez créé déjà quelque chose de solide à vous, et après vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, et là vous pouvez collaborer, vous mettre dans cette relation, et là pour moi c'est skyrocket, tu vois. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, toi, tu es vraiment une des références, clairement, sur le marché français, à Bali aussi, le marché anglais, le marché américain. S'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est le côté thérapeute, coach, comment tu as fait pour y arriver aussi rapidement? Je pense beaucoup de passion. Aussi, de ne pas se poser trop de questions. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est dans ma tête, à un moment, j'étais vraiment... tu vois, quand j'ai commencé à faire ma formation d'hypnose, je me souviens, à l'époque, c'était 10 000 $, tu vois, pour investir, parce que j'ai voulu travailler avec une des plus grandes thérapeutes au monde qui s'appelle Marissa Peer à Londres. Je voulais me former, pour moi, je dois me former avec les meilleurs. Donc, c'est important de se former avec des mentors aussi qui résonnent avec vous, où vous voyez qu'ils ont des résultats. Et avoir ce truc au fond de moi, et j'avais un peu la foi de me dire je peux pas ne pas réussir. Tu vois, il y avait un peu ce truc, j'ai mis toutes mes économies, quand on met j'ai plus le choix, voilà, j'ai plus le choix, et je veux que ça réussisse. Donc, comme tu dis, il y a des parties où des fois tu vas douter un petit peu, mais il y avait aussi une autre partie qui était non, on y va, tu vois. Donc beaucoup de passion, beaucoup de foi. Donc t'as pas investi avec le côté, parce que souvent je vois en mode ah ouais mais moi j'ai pas le budget, mais c'est pas une question de budget en fait. Souvent les gens le voient comme une dépense, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et là toi t'as gagné du coup du temps, des années, et tu t'es formé avec la meilleure, t'as mis le budget, mais ça t'a propulsé. Et le radin paye 2 fois, comme on dit toujours. Oui, ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est choisir son mentor, mais pas par rapport à l'argent, par rapport à là où vous avez envie d'aller. Et toujours, moi c'est vraiment ce que je recommande, toujours prendre quelqu'un qui est là où vous voulez être. Ouais, pour moi ça c'est le plus important, c'est vraiment regarder la personne là où elle est, le lifestyle qu'elle a, ses valeurs, ce qu'elle dégage, et du coup forcément tu vas t'imprégner de son énergie, tu vois. Je pense que m'être imprégné de l'énergie de ce mentor, et pas que d'elle, parce que du coup en fait j'ai fait un mix de plein de mentors, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et je pense que si tu prends, comme tu dis, un mentor juste parce que il est moins cher, mais qu'en fait il n'a pas de réussite ou il n'a pas ce charisme, ça va pas t'amener quelque donc ça t'aurait fait perdre du temps en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et puis plus que du temps, de l'énergie est emmenée vers la mauvaise chose, et ça prend beaucoup plus de temps après de revenir en arrière, te dire de repartir. Il faut tout que tu réapprennes à zéro. Donc pour moi c'est très important. Et après c'est aussi passer à l'action. Je pense que dans ce milieu-là il y a trop des fois d'hésitation, ou de pas passer à l'action, de dire est-ce que je le fais, mes peurs, ceci, cela. Donc j'avais la chance d'avoir une méthode qui m'aidait aussi sur ces peurs, tu vois. Je sais pas, ma peur par rapport à l'argent, par rapport à comment dire, la réussite. Ouais, enfin la réussite, l'échec. La peur de l'échec, mais la peur de facturer un client à un certain prix. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu factures des clients, je sais pas, 3K, 4K, 5K pour travailler avec toi, au début tu dis waouh, tu sais, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Qui va payer ça? Qui c'est qui va payer ça? Est-ce que je le vaux? Tu vois, est-ce que j'ai les compétences pour ça? C'est des questions qui vont naturellement venir, c'est complètement normal. Mais justement, il faut aller les travailler. Il faut aller chercher d'où ça vient. Et encore, vous allez voir, c'est toujours émotionnel derrière, tout le temps. Donc, c'est important voilà, pour moi, un entrepreneur, il doit travailler 2 fois plus qu'une personne lambda sur soi-même et sur ses émotions. C'est pour moi ça qui a fait la différence. Parce que du coup, avec ce shift, à un moment, je passais à l'action et j'arrêtais de me poser 15 000 questions. Et des fois, t'échoues, et des fois, ça se passe pas bien. Et tu vois, tu fais des erreurs. Mais t'apprends tout le temps. Je dis toujours, tu peux pas échouer. Soit t'apprends une leçon, soit ça marche. Donc, dans les 2 cas, c'est gagnant. Carrément. Donc, choisir le meilleur mentor, investir en soi, vraiment. Passer à l'action, travailler sur soi, travailler sur ses blocages, voir ses blocages, savoir que c'est normal, mais se dire, ok, j'y vais quand même, ils sont là, mais go. Bien sûr. Et ensuite, créer du contenu aussi. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Créer ta méthode. Ouais, après, créer sa méthode, ça vient après, tu vois ce que je veux dire. C'est toute une suite logique qui se suit. Et il y a un truc super important que je suis, un des meilleurs conseils pour moi que j'ai reçu, c'est de toujours suivre un peu cette sensation. Où est ce qu'on appelle en anglais ton excitement? Quand tu as un projet, des fois il y a des choses qui font pas sens. Et là, je peux te donner très concrètement, je gagnais bien ma vie en tant qu'hypnothérapeute.
je gagnais très bien ma vie en tant qu'hypnothérapeute et il y avait ce truc de ouais, le breathwork, je sais que je peux faire quelque chose avec, mais ça avait plus de sens dans mon modèle économique parce que c'était des séances forcément en groupe qui étaient beaucoup moins chères. Et je me suis dit, comment cette méthode, faire le lien, comment je vais pouvoir gagner autant d'argent qu'avant et ça va me prendre du temps. Mais au fond de moi, il y avait ce truc, je sais pas pourquoi, qui me faisait kiffer, qui me faisait vibrer, qui me dit ça va me reconnecter aussi avec la musique comme j'étais musicien, parce que pendant les séances on met de la musique, je vais pouvoir impacter plus de monde. Et il y avait une petite voix, un petit, tu sais, cette petite sensation qui est là. Tu sentais que c'était la bonne direction. Tu sens qu'il faut que je le fasse. Ouais, j'ai débranché parce que le rationnel était en train, mais ça n'a aucun sens. Tu vois ce que j'ai. Ouais, t'es en train de cracher sur un bon salaire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'y suis allé et en l'espace de, honnêtement, 9 mois, c'est là où justement ça m'a amené à cette collaboration avec Coam, qui n'aurait pas existé si j'étais resté que hypnothérapeute. Et du coup, tu vois, peut-être que dans le process, au début, ça ne me faisait pas gagner plus d'argent. Tu vois, j'en perdais même. Mais au final, derrière, c'était pour mieux rebondir et créer un empire et créer, là, aujourd'hui, où je forme des élèves, où on crée des formations, où, tu vois, c'est le next level que j'aurais pas pu atteindre si j'étais resté dans ma zone de confort. Ça, c'est le parfait exemple. Le parfait exemple de te montrer que même quand tu as déjà réussi, et ben on continue à avoir des moments de doute, des moments où les choses, on va devoir sortir de notre zone de confort. Et je suis toujours cette espèce, pour moi, ce follow your excitement. Suis cette espèce de truc qui te fait vibrer et qui te fait kiffer, où tu dis, je me réveille le matin et c'est ça que j'ai envie de faire. S'écouter. Même si, au fond, des fois, je te jure que sur le papier, ça n'a pas trop de sens. Mais je dis, la vie, encore une fois, elle est plus grande que toi. Elle a un plan que tu peux pas imaginer. Et ça se cache toujours derrière tes peurs, toujours derrière des risques. Donc voilà, allez-y, foncez. Allez-y, foncez carrément. Et tu es aussi intervenu dans mon programme, donc on a vu comme quoi mes coachés principalement, surtout, même comme tu le dis, hein, ça dépend où tu en es dans l'entrepreneuriat, mais même quand tu es avancé, il y a toujours ce blocage à l'argent. C'est quand même un des trucs qui revient le plus souvent. Donc, c'est quoi un peu la clé à faire dès aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ça, mais vraiment démonter cette pensée-là? Ouais. Pour moi, encore une fois, il faut comprendre que je dis toujours quand c'est pas logique, c'est toujours émotionnel. Et ce truc avec l'argent, je l'avais. J'avais un gros blocage avec l'argent, justement par rapport à ces trucs du génocide qui s'était passé au Cambodge. J'avais pas réalisé que j'avais associé l'argent à quelque chose de mauvais, quelque chose de diabolique, quelque chose pour lequel les gens veulent tuer, quelque chose, tu vois, pour lequel les gens peuvent te tuer. Parce que ce qui se passait au Cambodge, c'est que si tu avais un certain statut social ou de l'argent, on allait te tuer. Donc il y avait ces peurs, ces traumas, ce qu'on appelle aussi transgénérationnels, qui étaient hérités, dont j'étais pas conscient. Je voyais mes parents qui se battaient à longueur de journée pour l'argent. Donc pour moi, c'était vraiment genre, l'argent, en fait, c'est nul, quoi. C'est le poison de l'humanité, ça détruit les relations. Mais c'était émotionnel, c'était par rapport à mon vécu. Et à un moment, quand tu travailles ça, tu comprends que, mais non, en fait, l'argent en soi, c'est juste une énergie, c'est juste un échange. Si je mets de l'argent sur la table, l'argent, il va blesser personne, tu vois ce que je veux dire? C'est les gens le problème. Donc, il faut aller comprendre d'où viennent ces mécanismes pour pouvoir, j'ai envie de dire, un petit peu te détacher de l'attache émotionnelle que tu as à l'argent. Si aujourd'hui, dès qu'on parle d'argent, ou même là, on est en train de parler, toi et moi, et je suis sûr qu'il y a des gens qui disent, l'argent, tout de suite, tu vois, il y a une réaction émotionnelle. C'est méchant, soit ça crée de la peur, soit ça crée de la colère, ça crée de l'injustice. C'est que vous avez une attache émotionnelle dessus. Donc, il y a forcément quelque chose à aller travailler dessus. Et le but, c'est d'aller faire ce travail, encore une fois, dans le subconscient, dans nos émotions, comprendre d'où viennent ces mécanismes inconscients, pouvoir les balayer, et du coup avoir juste une vision, j'ai envie de dire, claire sur l'argent, ça permet de faire des belles choses aussi, ça permet d'échanger. Il en faut dans notre monde et on peut justement améliorer le monde avec l'argent. Mais c'est juste une question de perspective. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, dis-moi ce que tu en penses avec l'argent, parce que clairement j'avais ce blocage aussi, c'est de voir l'argent. Plus tu as d'argent, plus ça veut dire que tu apportes de la valeur dans le monde. J'aime le voir comme ça. Ouais, après, tu peux attacher n'importe quelle croyance tant qu'elle te sert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc effectivement, et pour moi, ce que j'aime dire, c'est que l'argent, je le vois comme une conséquence exactement de la valeur que tu apportes. C'est-à-dire que j'ai envie d'apporter de la valeur et donc c'est normal que d'une certaine manière, il y a cet échange énergétique et que je sois bien payé pour ce que je fais. Donc quand on est coach, thérapeute, je pense que la valeur que j'apporte aujourd'hui, elle est énorme. Donc forcément, maintenant, j'ai plus peur de facturer mes clients quand je leur apporte énormément de valeur. Il y a un détachement émotionnel. Pour moi, c'est logique, c'est juste une circulation d'énergie, c'est un échange. Donc, tout ce qui te permet justement de passer à l'action de manière correcte. Mais encore une fois, il faut que ça soit aligné parce que tu ne peux pas te mentir.
Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tu peux pas demander à la personne qui a une croyance ou qui a un trauma sur l'argent tout de suite de changer cette croyance de manière logique si elle n'a pas fait ce travail émotionnel. Donc c'est important de créer une espèce d'alignement entre ce que tu veux penser de l'argent et ce que tu ressens dans ton corps par rapport à l'argent. Ouais, complètement. Merci pour ce que tu fais, Siam. Vraiment, Avec pour la plaisir. valeur que tu apportes et pour toutes ces transformations. Avec plaisir. Merci pour l'invitation.